ça fait maintenant 8 ou 9 ans que l'on accompagne les porteurs de projets, les villes, le secteur immobilier. Et à un moment donné, on s'est dit qu'il valait mieux mettre ça en dehors de l'UNIF. Et c'est pour ça qu'on a créé la structure GreenSurf, qui est une société anonyme et qui existe depuis plus de 4 ans maintenant, presque 4 ans et demi, et qui accompagne les projets d'agriculture urbaine. Donc, nous, on est évidemment inséré dans le facilitateur, tout ce qui permet de connecter le territoire à l'agriculture urbaine et de faciliter, comme son nom l'indique, on est preneur et on est vraiment content de travailler et de s'insérer dans ces missions. Donc, ma présentation va se diviser en trois points. La première, ça va vraiment être de comprendre les raisons du déploiement de l'agriculture urbaine dans le monde. Si Bruxelles s'y est mis et s'y met, c'est qu'il y a vraiment des raisons qui dépassent Bruxelles et qui sont à l'échelle mondiale. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête parce que ça nous donne vraiment nos missions et le cœur de notre activité et notre moteur, en fait, pour implanter l'agriculture urbaine. Ensuite, appréhender les grands principes agronomiques. Et donc, quelques minutes pour vous donner ces grands principes, alors que ça fait 30 ans que je travaille dessus, c'est de nouveau un défi. Et puis, appréhender les formes que prend l'agriculture urbaine au travers de la typologie. Donc, tout d'abord, en introduction, quelles sont les raisons de l'agriculture urbaine? Donc, très clairement, les scientifiques se penchent sur la santé de notre planète depuis de nombreuses années. Et Rockström, ce que vous voyez ici, qui est un Scandinave, a émis le concept des frontières ou des limites planétaires. Et c'est vraiment le reflet de l'activité humaine, jusqu'où il peut aller sans mettre en danger notre planète. Et vous voyez qu'il y a des zones en rouge, des zones en jaune, et si on arrive à 5 zones en rouge avec un haut risque, eh bien, on va basculer dans un environnement qui sera même difficilement vivable pour nous, êtres humains. Alors, aujourd'hui, la situation est déjà inquiétante puisque 2 points sont dans le rouge. Alors, la biosphère et l'intégrité de la biodiversité, on parle de la 6e extinction des espèces, on y est. On en parle beaucoup, donc je suppose que vous êtes bien au courant de cela. Le deuxième point qui est beaucoup moins connu, c'est les flux de certains éléments chimiques. Et le phosphore, il existe des mines de phosphate pour alimenter et fertiliser nos terres. Donc, l'agriculture a besoin d'engrais et ces mines sont des ressources finies. Et elles seront finies avant le pétrole. Donc, ça, il faut le savoir. Et quand on parle d'engrais, on parle souvent de NPK, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Azote, phosphore, potassium, et donc ce sont les principaux éléments qui vont permettre aux plantes de croître. Deuxième source perturbée, c'est l'azote. Cet azote, on est capable de le produire en grande quantité, donc là, pas de souci. Par contre, le fait d'en produire en grande quantité, ça perturbe complètement nos écosystèmes, et c'est ça qui met aussi en danger notre planète. 2 zones jaunes, changement climatique, et aussi les ressources foncières, parce qu'on se rend compte que l'être humain, à nouveau, a un impact très important. Plus de 50% des terres émergées sont utilisées dans beaucoup de cas. Avec cette utilisation intensive, on assiste à une certaine stérilisation des sols. On a aussi une anthropisation des sols, minéralisation des sols. On a une déforestation. Tout ça participe à excéder les limites que peut supporter notre planète. Et donc, quand on regarde ces points rouges et jaunes, ces zones de haut risque ou de risque intermédiaire, ils concernent tous l'agriculture. Et donc, c'est bien pour ça qu'il faut trouver d'autres façons de cultiver. Un autre défi de l'agriculture, c'est qu'on va être plus ou moins une dizaine de milliards en 2050 et la majorité vivront dans les villes. C'est vrai qu'en Belgique, on est déjà avec une situation de très haute densité et on est à plus de 95% d'habitants
dans les villes. Donc ça, on fait déjà face à ce défi dès aujourd'hui en Belgique. Donc, les défis planétaires, je viens d'en parler, il existe aussi des défis alimentaires pour nos villes. Et on essaye quelque part de résoudre un historique. Il y a eu énormément de crises, de scandales alimentaires, qui fait que les citoyens sont très sensibles à ce qu'ils vont retrouver dans leurs assiettes. Ils ont parfois un manque de confiance et donc, à l'extrême, ils vont vouloir cultiver eux-mêmes. D'où l'idée de cette agriculture urbaine et l'idée que cette agriculture urbaine est d'abord née de mouvements citoyens dans le monde. Mais les villes et les collectivités se sont emparées aussi de ce phénomène et sont maintenant soucieuses de la résilience alimentaire et des parcours des aliments. Et donc, si je résume ces 2-3 minutes, nourrir les villes, il va falloir nourrir les villes sans épuiser les ressources foncières et biochimiques de notre planète, tout en faisant face aux aléas climatiques et en regagnant la confiance des consommateurs. Donc, beaucoup de défis pour l'agriculture. Alors, l'agriculture urbaine et périurbaine, j'ai l'habitude d'en faire une définition assez large. Je pense que c'est important. Donc, c'est cultiver des plantes, élever des animaux dans la ville, autour de la ville, et à ce que cette production primaire soit essentiellement destinée à la ville. Mais à cette production primaire, j'associe aussi l'aspect de transformation et distribution. Bien souvent, quand on est vers une agriculture professionnelle en ville, ça coûte cher. Catherine l'a déjà exposé ou évoqué, les terrains coûtent cher. Et donc, si on veut avoir une plus-value dans des terrains petits, vivre sa vie économiquement, il faut aller chercher la plus-value dans la transformation et la distribution, et pas uniquement la production primaire. Alors, qu'est-ce qu'on va cultiver en ville? On va essayer de tirer parti des ressources de la ville. Les consommateurs sont tout proches. Donc, c'est là qu'on a intérêt à cultiver des choses dont la fraîcheur a un sens. Les fruits et légumes, évidemment. En plus, c'est une valeur ajoutée beaucoup plus importante que les céréales, par exemple. Et puis, des animaux de petite taille, tels que les volailles, mais aussi les produits de ces animaux, le miel, les œufs. Et puis, récemment, on commence aussi, c'est autorisé en Belgique, elle est pionnière, à manger des protéines issues des insectes. Je vous ai mis les médicaments, c'est un peu une provocation, mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on peut cultiver des plantes à très haute valeur ajoutée qui elles-mêmes produisent des molécules pour la médecine, et dans des petits espaces, c'est là qu'on va de nouveau trouver une rentabilité économique. Alors, le contexte international, mais très clairement, un collègue français, Guillaume Morel, avec qui on collabore, avait en 2014 fait un peu la situation des projets en agriculture urbaine, et il en a repéré grosso modo une centaine par grande région. J'ai essayé de refaire exactement la même chose, donc ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est en 2018, il y a 3 ans. On était à plus de 1000 projets par grande région. Donc, très clairement, on est dans une explosion de ce phénomène. La Belgique et Bruxelles, comme l'a évoqué Catherine, n'est pas en reste. Ça veut dire que c'est un phénomène qui est parti pour durer. Ce n'est pas juste une mode. Il y a réellement un engouement pour cette agriculture urbaine. Alors, dans les villes, où est-ce qu'on va retrouver cette agriculture? Eh bien, un petit peu partout. Et très clairement, quand on est dans l'hypercentre, dans des zones très imperméabilisées et qu'on n'a pas beaucoup de place, on va retrouver ça dans les endroits interstitiels. Donc, d'abord les balcons, en toiture, en sous-sol, au pied des arbres. Au fur et à mesure qu'on a différents types de bâtis, on peut retrouver ça aussi en cœur d'îlot, avec les jardins partagés. Et Catherine a évoqué qu'il y avait 79, disons 80 hectares de jardins partagés, communautaires ou autres. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du cœur des villes, on arrive dans des espaces plus résidentiels. On retrouve bien évidemment un peu plus d'espace. On retrouve de la production en pleine terre, comme dans les espaces périurbains. Et puis, en fin de parcours, il y a les zones industrielles qui sont encore connectées à nos villes. Et donc, dans certains cas,
ces friches industrielles sont restaurées, rénovées pour aboutir à aussi de la production agricole. Alors, pourquoi cultiver en ville? Pourquoi est-ce qu'il y a cet engouement international? Pourquoi est-ce qu'il y a cet engouement bruxellois? Eh bien, c'est vraiment pour répondre à ces fameux défis planétaires et parce que l'agriculture urbaine vraiment permet d'apporter des bénéfices durables, donc appuyés sur les 3 piliers du développement durable. C'est un exercice que j'ai fait il y a une dizaine d'années et qui reste valable aujourd'hui. Il y a une dizaine de bénéfices écologiques, une dizaine au niveau économique et une quinzaine au niveau social. Donc, on ne va pas tous les passer en revue vu le temps, mais juste quelques exemples pour vous montrer. Donc, au niveau de la sécurité alimentaire, c'est avoir accès à une nourriture saine, sans danger, équilibrée et avoir accès à un prix abordable. Et donc, cette sécurité alimentaire, on l'a interrogé différents panels de consommateurs. Ici, c'est une enquête qui a été faite aux États-Unis. Et on voit que les gens, les ménages qui veulent cultiver, c'est pour le goût, l'économie, la qualité et la sécurité. L'économie, on peut y revenir puisque bien souvent, ces ménages ne comptent pas leur propre main-d'œuvre, c'est un temps de loisir, mais même là, notre industrie est telle que beaucoup de produits restent meilleur marché produits industriellement que produits par nous-mêmes. Donc, il y a vraiment cette notion de juste prix et qu'est-ce que l'on va mettre comme prix, que ce soit nous qui le cultivons ou que ce soit des agriculteurs plus respectueux de l'environnement. Un autre bénéfice, c'est d'avoir un régime alimentaire plus sain. Très clairement, on peut se poser la question si l'agriculture urbaine peut nous aider à manger plus de fruits et légumes. Il faut savoir que si on va aller vers une alimentation plus saine et une planète plus saine, on devrait aller à 500 grammes de fruits et légumes par personne et par jour. En moyenne, en Europe, on est à 200 grammes. Et la région Bruxelles-Capitale est dans cet ordre de grandeur aussi. Donc, l'idée de cultiver, de sensibiliser à travers l'agriculture urbaine peut faire sens. Par contre, on sait qu'en milieu urbain, on peut avoir pas mal de soucis de pollution, pollution à l'air, pollution au sol, et on peut se demander si on a vraiment intérêt à produire en ville. Alors, très clairement, les fruits et légumes ne sont pas tous égaux devant la pollution. Par exemple, pour la pollution aux métaux lourds, les fruits racines, les légumes racines et les légumes fruits n'accumulent pas, donc pas de souci. Par contre, les légumes feuilles, bien. Donc, c'est un peu au cas par cas qu'il va falloir gérer ça. Et puis, il existe des moyens pour dépolluer les sols, pour empêcher la pollution de remonter en mettant des géotextiles. Et les moyens ultimes, c'est la culture hors sol. Il existe aussi des moyens au niveau de l'air, d'apporter des couvertures végétales. Il y a pas mal d'articles scientifiques qui sont parus qui montrent que mettre une haie non comestible permet vraiment derrière d'avoir un air indemne de polluants, ou en tout cas avec des fruits et légumes qui sont valables pour la consommation. La culture en hauteur, on dit toujours que l'air est plus pur quand on s'élève, et c'est le cas. Et donc, on peut cultiver en hauteur. Et puis, à nouveau, à l'extrême, la culture indoor. On oublie souvent, c'est que quand on pratique soi-même l'agriculture et qu'on bêche, eh bien, ça équivaut à une dépense énergétique telle que faire 1 heure de bêchage égale 1 heure de cyclisme. Et puis, c'est bon aussi pour la santé mentale. Il y a des études très sérieuses, et notamment des études hollandaises, qui ont montré qu'on accroît notre productivité créative, notre productivité réflexive lorsqu'on est entouré de végétaux. Alors, quelques bénéfices écologiques. On a le bénéfice écologique avec l'utilisation de l'eau. On va revenir sur l'aquaponie, mais il faut savoir que l'aquaponie au niveau des plantes, et poissons qui sont cultivés ensemble, eh bien, s'il faut en eau courante près de 200 000 litres d'eau par kilo de poisson produit, il n'en faut que 300 litres par kilo de poisson quand on est en circuit fermé. Pour les plantes, on peut économiser et utiliser que jusqu'à 10 à 20% de l'eau qu'on utilise en pleine terre. Donc, ça peut être intéressant.
L'utilisation de l'eau, on essaye aussi de récupérer l'eau qui, aujourd'hui, dans nos villes, va directement à l'égout. C'est un gaspillage. Donc, l'idée, c'est de récupérer soit des petits systèmes D pour les particuliers, soit des systèmes plus complexes au niveau d'immeubles de logement. Le recyclage de déchets est aussi intéressant, et quand on sait qu'en moyenne, on a 66 kg par habitant et par an de déchets organiques compostables, eh bien, ça peut vraiment être intéressant et une source intéressante pour fertiliser nos sols et pour fertiliser aussi les cultures hors sol. Le CO2 et le fait de relocaliser la production dans la ville ou autour de la ville, ça va nous permettre de diminuer le transport. On sait par exemple qu'en France, une alimentation du champ à l'assiette subit 5000 km de transport, donc c'est beaucoup. Aux États-Unis, c'est même 8000 km. Mais il faut quand même garder toute proportion, puisque dans la production alimentaire, la charge du transport compte entre 10 et 15%. Donc, OK, on va réduire le CO2, mais on doit aussi aller vers des pratiques agricoles plus vertueuses en termes et moins énergivores. Et donc, c'est ce qu'on fait. On essaye aussi de regarder les coûts énergétiques. Et vous voyez ici les coûts énergétiques quand on intègre un bâtiment, une serre sur un bâtiment, on peut réduire de 3,5 fois. Ça, c'était une étude théorique que l'on a fait en 2013-2014. Et aujourd'hui, on est en train de travailler dans le cadre de Groove, où Groupe One et Caroline est aussi présente, où on va tester l'utilisation des énergies perdues du bâtiment en vue de réduire les émissions de CO2 dans les serres. Donc, c'est vraiment des projets pilotes qui sont maintenant mis en place et qui vont perdurer et apporter des réponses scientifiques pour les bénéfices de connecter une serre à un bâtiment. Économie, si la région Bruxelles-Capitale veut mettre du vert dans sa ville, c'est que comme d'autres capitales, elle a compris qu'il y a vraiment une augmentation de la valeur de son territoire et puis une stimulation d'économie locale et de l'emploi. Pour le secteur de la construction, ça reste toujours un élément différenciant. C'est un élément qui permet de gagner des concours, les concours Batex sur Bruxelles qui ont existé, en Wallonie, les concours Quartier Nouveau, et on s'est inséré en tant que Green Surf dans ce type de concours et ça a permis de remporter des marchés pour ces promoteurs immobiliers. Et puis, ça peut répondre à une demande, voire une exigence, et Catherine en a parlé, de mettre en place peut-être des charges urbanistiques. Et donc, en termes de législation, on sait qu'il y a des toitures végétalisées qui sont imposées aujourd'hui, et puis peut-être des récupérations de charges pour le secteur immobilier. Augmentation de la valeur du bâtiment aussi, augmentation de la rentabilité au mètre carré. Ça peut être un facteur déclenchant d'intégrer l'agriculture urbaine. Par exemple, je suis sûr que vous connaissez le certificat BREEAM. Ça permet d'augmenter la location et la valeur de son immobilier. Nous avons fait cet exercice et on s'est rendu compte que mettre de l'agriculture urbaine, ça permet d'augmenter 13 fois, ça peut augmenter la valeur en 13 points de certification et ça peut l'augmenter aussi dans un cas concret 9 fois. Voilà pour les raisons de l'agriculture urbaine et pourquoi est-ce que le secteur immobilier et les villes sont en train d'intégrer l'agriculture urbaine. Maintenant, passons à la présentation des techniques. On y reviendra là dans 15 jours, donc je fais un passage rapide. Très clairement, si on se concentre sur la plante, voici les besoins d'une plante. Elle a besoin d'eau, de lumière, de CO2. Il faut savoir que la brique de base de la plante, c'est d'absorber le CO2 pour l'insérer dans ses sucres et c'est là qu'elle va stocker l'énergie. Donc, la plante nous rend vraiment un service de capter le CO2 et de rendre de l'oxygène, comme il est mis ici, en plus de cette alimentation, de cette biomasse. Elle va aussi contribuer à la biodiversité et à la fixation du carbone dans les sols. Et pour ça,
comme je vous le disais, elle a besoin d'eau, de lumière, de CO2, et de 16 éléments nutritifs qui sont notés ici. Et on retrouve en éléments majeurs l'azote et le phosphore qui posent problème au niveau de notre planète et dont je vous parlais en introduction. Alors, si on parle de la pleine Terre, on va évoquer ça, on essaye, et c'est vrai que les limaculteurs ont une philosophie d'essayer d'intégrer rapidement les principes de l'agroécologie. Alors, l'agroécologie, c'est essayer de tirer parti des interactions entre plantes-plantes, plantes-animaux, pour diminuer la charge énergétique, diminuer les intrants que l'on va mettre sur la parcelle et quand même avoir des rendements intéressants. Vous avez différents cas qui sont présentés ici. L'agroforesterie maraîchère, donc très clairement, les arbres vont venir puiser en bas certains éléments nutritifs grâce à leurs racines qui sont profondément ancrées. Elles vont les stocker notamment au niveau des feuilles que l'on pourra composter et restituer sur les plantes maraîchères qui sont fortement demandeuses en éléments nutritifs. Les racines des arbres aussi vont structurer le sol, vont permettre une meilleure imprégnation au niveau de l'eau. Donc, il y a vraiment des services qu'on appelle les services écosystémiques qui sont rendus entre les plantes. On fait des cultures en association aussi. Donc là, ce sont différentes plantes. On a toujours cet exemple de la tagette qui va éloigner notamment certains agresseurs des tomates, notamment les nématodes, certains insectes. Eh bien oui, ça fonctionne, ça a été prouvé. Par contre, le mettre en pratique, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est énormément demandeur de main-d'œuvre. L'éco-pâturage, si Catherine a parlé des ovins, ben c'est parce que notamment on peut, dans le champ d'écailles, pratiquer l'éco-pâturage. Et puis les techniques, ici c'est des techniques en Asie d'aquaponie avec rizières et poissons qui cohabitent. On arrive à faire des choses intéressantes. Voici représenté un petit peu les cultures pleine terre que vous voyez ici, avec ces cultures maraîchères, l'agroforesterie, la permaculture. Le spin farming, c'est un peu ce que pratique Cycle Farm au sud de Uccle, c'est-à-dire c'est de la culture sur des bandes étroites, comme on le voit ici, de façon intensive et de façon à essayer d'avoir toujours un couvert végétal. Alors ce spin farming, on peut le trouver en plein air, mais on peut aussi le trouver cultivé sous serre. Et puis il y a tout un tas de cultures hors sol. Les bacs de culture. Alors, quand les bacs n'ont pas de fond, on est toujours en culture pleine terre. Dès que le bac a un fond et est posé sur le sol, on est alors en culture hors sol. Et il faut savoir que dès qu'on est dans ce cas de figure, on ne peut plus se prétendre bio dans le sens de la législation européenne, puisqu'on est déconnecté du sol. On a de l'hydroponie, de l'aquaponie, on va y revenir, des petits élevages, poules, canards, lapins et même chèvres. Et puis on a de l'aquaponie poisson-plante et la culture indoor. Donc si on prend un peu plus en détail type de technique par type de technique, vous avez ici présenté différents types de cultures et différents types de contenants. Alors, soit de façon plus professionnelle ou plus communautaire, soit à votre droite de façon je vais dire, particulière. Alors, vous avez des sacs de textiles qui sont intéressants. Ils sont faibles, ils sont très légers. Forcément, on peut les transporter d'un endroit à l'autre de la toiture ou de son balcon. Par contre, la longévité est vraiment un inconvénient important. Les bacs en bois ont un coût un peu plus élevé. Ils sont aussi modulables en général, mais il va falloir faire attention au pourrissement du bois, donc à sa longévité et à la provenance du bois aussi. Bien souvent, le bois exotique
a une longévité beaucoup plus grande, mais est-ce qu'on est sûr qu'il est cultivé dans des forêts durables? Et donc, il faut faire attention aux labels que l'on va trouver. Le plastique, alors ça peut être décrié dans le sens on va produire du plastique en plus, donc bien faire attention que si on achète des contenants en plastique, c'est bien du plastique recyclé. Par contre, quand il a une longévité vraiment très importante. Nous, on a des bacs depuis 11 ans en plastique et qui durent toujours, alors que certains bacs en bois, on a dû les remplacer. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Et puis on essaye aussi de mettre au point, et ça c'est ce qu'on fait au sein de Green Surf, des bacs à réserve d'eau qui permettent une certaine autonomie, même en toiture, donc quand on a parfois difficile d'accéder à ces toitures, et d'avoir donc une réserve intéressante. Ce sont des bacs qui sont bien connus pour les particuliers avec un double fond. On a une petite réserve d'eau, vous voyez ici le petit curseur qui indique où on en est au niveau de l'eau. Alors, on a aussi des techniques pour façade, on y reviendra dans 15 jours. Et vous avez ici deux exemples intéressants qui sont des exemples bruxellois avec, oui, on est capable de cultiver des kiwis sur les façades de murs et aussi des poiriers, ça c'est connu. Donc, il va falloir vraiment faire attention à l'exposition au soleil, apprendre évidemment la taille et le palissage et avoir un entretien régulier de ces arbres palissés pour ne pas, d'abord pour l'arbre lui-même, pour avoir une bonne fructification, aussi pour ne pas envahir des murs voisins qui ne nous appartiendraient pas et pour avoir une vue qui reste toujours correcte. On a aussi des techniques plus sophistiquées, je dirais, qui existent. Ces techniques plus sophistiquées, ce sont notamment les jardins verticaux productifs, alors et les murs végétaux non productifs. Très clairement, bien souvent, les murs, ce sont des situations pour des plantes ornementales, quand on est dans le vertical. Et c'est ce que je mets ici, c'est un point d'attention, c'est d'abord développer pour de l'ornemental. Vous imaginez monter à votre échelle toutes les 6 semaines pour aller récolter votre salade, c'est un peu difficile. Donc, il faut faire attention à ne pas vouloir demander tout à ces murs verticaux. Ici, ce sont des murs verticaux avec une hauteur un peu plus accessible, donc ça peut être intéressant. Par contre, ça demande plus de main-d'œuvre qu'une culture horizontale. Donc, moi, ce que je propose bien souvent quand on veut aller vers une verticalité, c'est avoir des étages. Donc, on verra des exemples un petit peu plus loin, plutôt que vraiment une verticalité. Parce qu'il va falloir faire circuler l'eau pour tous ces murs. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, ces systèmes sont assez fragiles. On a déjà vu notamment, je ne reviens plus sur le nom de cette rue, donc la rue Béliard, voilà, où le building a plus d'une fois, qui a de l'ornementation, a plus d'une fois montré que ces plantes périssaient complètement. C'est parce que ces systèmes peuvent être parfois fragiles. Donc, faire attention à choisir les bons systèmes et savoir que ça demande de l'énergie. L'hydroponie. Donc, je vous ai dit que les plantes ont besoin de ces éléments minéraux, de l'eau. Elles ont besoin d'un support. Donc, normalement, le support est apporté par la terre. Eh bien, on peut remplacer tout ça. Et donc, ce sont des exemples ici qui sont montrés où la plante est insérée directement dans la gouttière. Il y a un fin film d'eau qui coule avec les fameux 16 éléments nutritifs dont a besoin la plante. Il y a de la lumière, il y a de l'air avec le CO2, donc il n'y a aucune raison que la plante ne pousse pas. Et c'est ce qui se passe, donc ça fonctionne très très bien. L'industrie, depuis les années 1960-70, s'est emparée de cette technique. Et donc, on a une culture hydroponique qui existe. Beaucoup de gens me posent la question, oui, mais est-ce que c'est bon, pas bon? On peut revenir sur ce sujet par la suite si vous voulez et en reparler. Et donc, vous voyez que ces systèmes hydroponiques, ça permet d'augmenter et de densifier fortement la culture. Donc, par mètre carré, au lieu d'avoir, je vais prendre le cas des laitues, on a
par mètre carré une dizaine de laitues en pleine terre, on arrive à 25 ici hors sol. Les rendements pour les tomates, par exemple, on est à 10-15 kg en pleine terre, on arrive à 80 kg en culture hydroponique. Et puis, vous avez même des systèmes étagés. Donc, non seulement on augmente la quantité par mètre carré, mais on l'augmente ici par mètre cube. Et donc, pour une même unité de surface, on va encore augmenter les rendements. Ce sont des photos que j'ai faites quand j'ai fait des visites en Chine. Vous ne voyez pas de lampe. Et en fait, les plantes sont vraiment disposées de part et d'autre pour qu'elles aient toutes accès à la lumière de la même façon. L'aquaponie, j'en ai déjà parlé. Ici, c'est un exemple de la Pavebox qu'on a mis en place à côté de mon laboratoire. C'est un conteneur maritime avec à l'intérieur les bacs à poissons. Au-dessus, vous voyez qu'il y a des étagères, et c'est du plastique recyclé dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont des étagères où on peut faire des cultures de différents types de légumes en hydroponie. Et donc, c'est vraiment la conjonction de l'aquaculture et de l'hydroponie. Je vous ai déjà parlé de l'avantage d'une diminution de l'utilisation de l'eau. Un deuxième avantage, c'est que les poissons et les déjections de poissons sont dégradés par des bactéries pour faire des éléments nutritifs, et notamment les nitrates et les phosphates. Vous vous rappelez, je vous ai dit que, attention, nitrates et phosphates sont vraiment des éléments en danger pour l'agriculture. Eh bien, c'est un moyen de bypasser ce problème, d'avoir un cycle beaucoup plus court et qui permet de faire croître les plantes à partir des déjections de poissons. En retour, les plantes purifient l'eau qui revient vers les poissons. Donc, on a vraiment de nouveau un cycle vertueux. On peut dire que d'une certaine façon, c'est de l'agroécologie hors sol. Et puis, on a les cultures indoor. Alors, les cultures indoor, c'est surtout, on va le voir dans les typologies. C'est pour ça que, vu le temps imparti, je n'en parle pas trop ici, on en reparlera tout à l'heure. Les cultures indoor, pour le particulier, il y a un tas de petits systèmes qui sont mis en place pour les plantes, évidemment, ça c'est déjà connu, mais de plus en plus, on voit des petits systèmes aquaponiques pour les particuliers. Il va vraiment faire attention à fournir suffisamment d'eau, donc il faut un point d'eau, les éléments nutritifs, je vous ai parlé des éléments nutritifs pour les plantes, parfois ce que donnent les poissons au niveau des déjections, ce n'est pas suffisant, et puis il faut avoir aussi une lumière adéquate quand on est à l'intérieur. Et vérifier le coût énergétique. Et donc, nous, avec GreenSurf, on a développé une étagère, là c'est une étagère hydroponique sans poisson, avec des éléments nutritifs biosourcés, et on peut cultiver suffisamment de plantes pour avoir une dizaine de laitues en circuit normal par semaine. Et en fait, on s'est rendu compte que ces étagères étaient très intéressantes pour les restaurants. Et aujourd'hui, elles sont utilisées essentiellement par les restaurants, le secteur de la restauration. Alors, si on revient au point d'attention pour toutes ces techniques, qu'est-ce qu'il faut et comment bien considérer la plante. Donc, et on y reviendra dans 15 jours à nouveau, mais c'est donc vraiment pour vous fixer les grandes idées. Il faut vraiment être attentif à l'ensoleillement et je n'ai pas dit qu'il faut tout le temps du soleil. On peut trouver pour des plantes mi-ombre ou des situations d'ombrage, des plantes qui vont être adaptées. Un épinard, par exemple, n'a pas besoin de 8 heures d'ensoleillement par jour pour pousser. Il faut bien faire attention aussi aux apports en eau. Comment est-ce qu'on va l'apporter? Est-ce qu'il faut installer un drainage, des systèmes goutte à goutte? Donc c'est important. Le choix du substrat. Quand on est en pleine terre, il va falloir maintenir la fertilité. Quand on est en hors-sol, en bac, le maintien de la fertilité est d'autant plus important qu'il faut apporter une couche d'humus via le compost pour préserver cette fertilité. Quand on est en toiture, faire attention au vent, on n'y pense pas souvent. Le coût énergétique, il va falloir en tenir compte. Et puis, je vous en ai parlé
tout à l'heure au niveau de la santé des consommateurs. Il va falloir aussi faire attention si on est en situation de pollution ou pas. Pour le bâtiment, et là je vous renvoie à d'autres types de séminaires, notamment, et aussi aux facilitateurs, parce qu'on a un FAQ, hein, donc toutes les questions qui sont fréquemment posées pour qu'est-ce qu'on peut mettre sur un toit. On y reviendra dans 15 jours. L'étanchéité est importante, les normes incendie, l'accessibilité, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Alors l'accessibilité, quand on est en toiture, c'est l'accessibilité à la toiture, mais quand on a une activité économique, c'est même l'accessibilité au bâtiment et la mobilité qui entoure ce bâtiment participe à cette accessibilité. Et puis il y a aussi les permis d'urbanisme à mettre en œuvre, évidemment, quand on veut mettre ce type d'activité en route. Alors, nous abordons maintenant, et je vois le temps, il me reste une vingtaine de minutes pour les typologies d'usage, ça devrait le faire. Donc, on est avec 3 grandes catégories, je dirais. Le développement territorial, et puis quand on se concentre à l'échelle du bâtiment ou d'un quartier, on peut avoir des typologies communautaires et des typologies commerciales. Alors, très clairement, vous voyez ici encore des sous-chapitres que l'on va passer rapidement en revue. Donc, les projets communautaires et sociaux avec les mouvements citoyens, les jardins collectifs, la réinsertion sociale, vous voyez, vous allez voir qu'il y a d'autres sous-chapitres encore. Et puis, les projets commerciaux, on peut les classer en résidentiel, l'entreprise, le secteur de l'ORECA. Et puis, si on se met à la place du producteur lui-même et celui qui va vraiment vivre de sa production, et donc là, on a la dernière grande typologie, c'est la production. Si on prend le territoire, très clairement, l'agriculture urbaine, elle va permettre de repenser son territoire et de repenser son paysager. Et l'agriculture urbaine peut être vraiment pensée comme un outil multifonctionnel qui va limiter l'étalement urbain, rapprocher l'urbain et le rural, et ça va aussi permettre plus de résilience. Alors très clairement, quand on est dans des quartiers ou des villes qui ont beaucoup d'espace, il y en a 3 ici que je vous présente à l'international, un quartier à Montréal, ici c'est à Genève en Suisse, ici c'est en France. Ce sont des quartiers où très clairement, quand on rénove ou quand on crée des nouveaux quartiers, on va réserver différentes places. Alors, ici en vert, c'était des anciennes places déjà réservées à des parcs. Et puis en mauve, ce sont des nouveaux espaces que l'on va réserver aussi à des espaces verts. Et tous ces espaces verts et mauves sont maintenant des espaces de production pour l'ensemble de ce quartier. Donc, très clairement, quand on a d'espace, pas de souci. Quand on n'a pas d'espace, ça peut être le cas des hypercentres comme à Bruxelles, mais ça peut être des cas, et ça c'est un cas vraiment extrême, c'est le cas de Singapour, qui est la 3e ville la plus peuplée au monde, qui est un État-nation et qui est extrêmement dépendant de la production des pays voisins. Donc elle a mis en place depuis quelques années une politique pour arriver à une certaine autonomie en fruits et légumes, mais aussi en volailles et œufs. Alors, ils sont arrivés en autonomie pour ces aspects volailles et œufs. L'Asie a une grande tradition d'élevage à côté de ses habitations, donc pas de souci. C'est moins le cas pour leur végétation. Et vous voyez que les chiffres que j'ai de 2015, ils sont déjà à 7% d'autonomie en fruits et légumes, avec un objectif d'arriver à 30%. Donc, ça veut dire que c'est possible d'arriver à une belle autonomie malgré une très grande densité. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible aussi pour Bruxelles. Et ici, ce qu'ils ont mis en place, je vous ai parlé tout à l'heure de la verticalité, que je préférais des sortes d'étagères. Et voilà un exemple qui illustre ces étagères. Vous voyez que très clairement, les plantes sont mises de façon horizontale et chaque étagère participe à la verticalité de cette agriculture. Et ici, on a une poulie qui fait monter et descendre les étagères. N'oublions pas que Singapour, on est dans une zone
subtropicale avec beaucoup de luminosité, donc pas besoin d'apport de lumière artificielle et tout fonctionne très très bien. La région Bruxelles-Capitale, Catherine vous en a parlé, nous avons participé aux bases en fait en 2013-2014 de la définition de l'autonomie avec un chiffre très ambitieux, il est vrai, c'est d'arriver à 30% d'autonomie en fruits et légumes à l'horizon 2035. Aujourd'hui, comme Catherine vous l'a présenté, 5% dans le territoire RBC, mais on pense aussi, et c'était déjà annoncé il y a 20 ans, enfin pardon, en 2013-14, notre volonté est vraiment de reconnecter la région de Bruxelles-Capitale à la ceinture Brabant-Flamand, Brabant-Wallon pour relocaliser de l'agriculture horticole, donc fruits et légumes, sur ces territoires. Alors derrière ça, on participe aussi à des villes plus petites. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a des villes de taille, ici c'est Leuze-en-Hainaut, c'est 13-14 000 habitants. Et puis on a d'autres villes de taille moyenne. Liège, on y participe aussi avec un bassin de 200 000 habitants. Donc ça veut dire que derrière les villes fortement peuplées, 1 million, 2 millions d'habitants, comme il y a quelques capitales en Europe comme ça, l'agriculture se développe aussi sur les petites villes et les villes de taille moyenne, et c'est quand même la majorité des villes en Europe, et il ne faut pas l'oublier. Donc c'est vraiment intéressant de voir que ce mouvement essaime aussi dans d'autres lieux que les grandes villes. Alors, revenons à nos chapitrages. Maintenant, on passe à l'usage communautaire. Tout d'abord, les mouvements citoyens. Il y a pas mal de mouvements qui se font, qui sont nés notamment, je vais repasser à la dia précédente, vous voyez ici des mouvements citoyens avec les incroyables comestibles ou Incredible Edible. C'est la ville de Todmorden en Angleterre qui a été pionnière, et vous le voyez ici, c'est une photo avec des agents avec leurs bobbies sur la tête. Et très clairement, ça a très vite essaimé un peu partout dans le monde, et notamment dans la région Bruxelles-Capitale. Et vous voyez les mouvements de incroyables comestibles. Donc, c'est vraiment mettre à disposition dans la rue de la nourriture à partager. Il y a une connexion avec la nature, un aspect lien social, un aspect pédagogique. Et c'est vraiment utiliser les espaces interstitiels de la ville, hein, en bordure des rues, sur les murs, devant les trottoirs, au pied des arbres. Alors très clairement, il y a eu pas mal de mouvements. Vous pouvez taper les mots-clés incroyables comestibles et puis ces communes. Vous allez voir des sites, et puis vous allez voir que ces sites, certains sont devenus inactifs. Donc ce sont des mouvements qui sont nés avec de très bonnes intentions, et le gros souci, c'est d'assurer le dynamisme dans le temps. Et comme c'est un mouvement spontané, les citoyens ne se rendent pas compte qu'il faudrait déjà susciter la motivation de jeunes recrues, entre guillemets, bénévoles, qui, elles, prendraient le relais. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, on peut aussi se poser des questions sur le vandalisme et la pollution. Bien souvent, quand même, au niveau vandalisme, on constate quand même une certaine surveillance sociale qui empêche qu'il y ait une dégradation intentionnelle. Deuxième typologie dans le communautaire, ce sont les jardins collectifs à usage familiaux. Donc, il y a les jardins collectifs partagés, les jardins collectifs à usage familiaux. Donc, ce sont ce qu'on appelle aussi en anglais des allotements. Il y a plusieurs endroits sur Bruxelles, et vous en avez deux ici sur Scarbeck, par exemple, avec le potager navet, les jardins Latini, où on voit vraiment que ce sont des parcelles qui sont mises à disposition ou louées pour un budget vraiment symbolique pour des familles. Et donc, très clairement, ici, on est dans un endroit où les familles se retrouvent, où il y a vraiment un souci de production. Ce n'est pas juste du loisir. Ça permet aussi un certain bien-être. Malgré tout, il faut faire attention, et on en a parlé avec les questions
entre l'intervention de Catherine et la mienne, c'est il y a souvent un statut de ces terres qui ne favorise pas la durabilité dans le temps, et donc il y a une précarité des lieux, et puis on peut se faire aussi parfois des soucis au niveau pollution. Il y a eu un exemple à Liège il y a 1 an ou 2 qui a montré que des parcelles familiales depuis de nombreuses années étaient polluées, donc il faut faire attention. Alors, dans les jardins collectifs, on a les jardins partagés ou communautaires, et c'est notamment le jardin partagé Cité Forêt Vert. Je connais assez bien puisque ma cousine y habite, et donc si vous connaissez ce quartier, il y a plein de petites venelles qui s'y retrouvent, et le point d'attention ici, qui est de maintenir la motivation des bénévoles, est ancré, parce que ça fait des dizaines d'années que ces jardins partagés existent. C'est une culture du quartier. Et donc, vous voyez, par exemple, ici, un potager communautaire. Ici, c'est un mini-verger communautaire aussi, dans un espace interstitiel, là où on a accès avec les venelles. Et ici, c'est par exemple un exemple où ils ont fait venir quelqu'un qui est spécialiste dans la taille des arbres fruitiers. Et donc, il y a un aspect liens sociaux, un aspect formation et production. Ici, c'est une tour à plantes aromatiques qui est souvent citée en permaculture. Et vous voyez que l'influence, elle est du spin, elle est de l'arboriculture, elle est de la permaculture. Donc, il y a plusieurs types de techniques qui coexistent dans ce quartier. Toujours dans les jardins collectifs, c'est intéressant de mettre en évidence ce projet qui est un projet qui se passe dans le quartier Vieux-Sainte-Anne et qui est un quartier où en fait il y a un comité bénévole qui s'est mis en place, qui a aménagé et s'est réapproprié le lieu, et notamment en toiture. Donc, je vous ai dit qu'il fallait veiller, quand on est en toiture, à une bonne circulation, qu'il fallait veiller à une certaine sécurité. Il y a des grillages. Vous voyez qu'il y a des bacs, et donc c'est une technique en terre, en substrat, mais hors sol. Et on voit très clairement que l'important ici, c'est de donner l'espace à la convivialité. On est dans un espace de production, mais d'abord de liens sociaux. Donc, point d'attention, sécurité, normes pour les non-professionnels. Et à nouveau, il y a toujours ce souci de maintenir la motivation. Mais ici, en tout cas, elle était bien maintenue, puisqu'ils ont continué à faire progresser le projet, à mettre en place une serre collective événementielle, comme on peut le voir ici. La pousse qui pousse, Catherine en a parlé, c'est une pépinière pour les jardins urbains, c'est une ASBL qui émane du début des haricots. On voit vraiment qu'on est en intérieur d'îlot. Ça se fait à travers un contrat quartier. Et on est vraiment ici dans une aide à la production. Vous voyez le nombre de plantes qui ont été produites, par exemple, en 2016, le nombre de clients. Donc, il y a vraiment un engouement, un essaimage de ces plantes. Par contre, le point d'attention, c'est d'arriver à une activité autoportante qui, au départ, était en partie subsidiée par la région. Les maisons de retraite, et là c'est vraiment un très très bel exemple, le Jardin des Délices, où donc ça se situe donc la plus petite commune de Bruxelles, très dense avec Saint-Josse. Voilà, Josaphat, je dis non, c'est pas ça, Saint-Josse. Je suis un peu fatigué. Donc, avec Saint-Josse, on est dans une commune où il y a parfois un public défavorisé, un public qui est autre culturellement parlant. Et là, ce projet est vraiment très intéressant puisque les enfants sont les bras et les mains et le moteur, je vais dire, des personnes plus âgées. Donc, et d'un autre côté, les personnes plus âgées font bénéficier de leur expérience à ces enfants. Et donc, il y a vraiment un lien important qui s'est créé à travers cette activité d'agriculture urbaine.
Les écoles sont aussi des lieux importants et vous voyez ici des écoles maternelles où il y a au moins en région Bruxelles-Capitale 84 potagers qui existent. Et ces initiatives ont été soutenues par la région, et notamment par Bruxelles Environnement. Le point d'attention et pourquoi elles sont soutenues, c'est que bien souvent, elles ont un faible budget. L'idée, c'est de sensibiliser, éduquer, faire de la pédagogie, aussi un aspect récréatif aussi. Et ça fonctionne bien si et seulement si on fait un lien avec les cours. Et il y a un ancrage et une acquisition de ce qui est présenté si on fait un lien avec les cours. Et c'est facile parce qu'on peut présenter le cycle des éléments nutritifs, on peut présenter le cycle de l'eau, le cycle des plantes. Il y a vraiment énormément de choses que l'on peut illustrer à travers les potagers et se raccrocher à la matière qui est donnée dans les cours. L'hôpital Chirec, alors là, on est intervenu sur ce projet lorsqu'il était en construction, lorsqu'il était à ce niveau-là de construction, donc très clairement sur le tard. Ça n'a pas empêché de dire que l'on pouvait mettre des arbres fruitiers plutôt que des arbres ornementaux. On a trouvé les ASBL qui permettaient de récolter les fruits et les redistribuer pour des personnes plus défavorisées. Donc, c'est aussi ça, l'agriculture urbaine. Quand on a une centaine d'arbres, c'est clair que vous n'allez pas intéresser un arboriculteur. Donc, il faut trouver des personnes qui vont s'en occuper. La toiture était suffisamment résistante pour porter de l'agriculture urbaine. Par contre, l'accessibilité se fait par les chambres des patients. Donc, forcément, on a dû abandonner l'idée de mettre un potager en toiture. Par contre, l'idée de ruche, vu qu'on doit y accéder de manière occasionnelle, par contre, a fait son chemin. Très clairement, c'est donner un environnement intéressant pour les employés, pour les visiteurs, et donner une image de l'hôpital Chirec qui se soucie aussi de l'écologie. La réinsertion socio-professionnelle, il y a Gros Thaïlande avec la photo que vous voyez ici en intérieur d'îlot. Il y a des missions locales de Saint-Gilles, sur Scarbeck aussi. Il y a le début des haricots, vous voyez les photos, où très clairement, quand on est à ce niveau de réinsertion, il faut quand même plus de terrain. Donc, on est plus souvent soit en périphérie de Bruxelles, soit dans des espaces où on a quand même accès à de la pleine terre. Et donc, l'idée, c'est une réinsertion soit sociale, soit professionnelle, soit les deux. Et clairement aussi, même s'il y a un subside pour ce type de structure, il y a aussi un souci d'une production, et une production qui va être vendue. Donc, la production est un élément important dans ce type de structure. Et le point d'attention, c'est de s'assurer évidemment le support du public. Dernière typologie, je vois qu'il me reste encore 2-3 minutes, je vais dépasser de 2-3 minutes, Caroline, mais ça va le faire. Donc, on a plusieurs types de projets commerciaux possibles. Et donc là, je vais vous demander de vous mettre à la place de celui qui a l'intérêt commercial. Ce n'est pas toujours le porteur de projet, le maraîcher. Ça peut être le promoteur immobilier. Ce promoteur immobilier, l'idée, c'est qu'il veut attirer ses clients. Ça peut être des employés de bureau, ça peut être des logements. Et donc, il va vouloir différencier sa résidence d'une autre. Et à chaque résidence, son histoire, quelque part. Une résidence sociale, très clairement, on va aller vers les potagers collectifs familiaux. Les résidences classe moyenne, c'est plus un espace de rencontre conviviale. Donc, on est plus dans des lieux partagés. Et puis, on peut même imaginer des résidences de haut standing. Ça existe aux États-Unis, où un quartier a été bâti avec un intérieur d'îlot suffisamment grand pour accueillir un maraîcher professionnel, cette fois. Et donc, on est vraiment dans du haut standing, puisque les
les habitants des villas qui portent cet îlot payent une charge pour payer le professionnel. Voici quelques exemples au niveau ici des logements sociaux. C'est la cité modèle de Laeken. Alors, je vous montre cet exemple parce que c'est un exemple intéressant où on n'a pas oublié les infrastructures annexes à la pleine terre. C'est-à-dire qu'il nous faut une petite serre pour préparer ses semis, pour hâter la saison. Il faut une cabane pour abriter ses outils. Une cabane aussi qui peut être le lieu de rencontre des habitants. Donc, vous voyez ici qu'on est vraiment dans un lieu de production, aussi un lieu de lien social. Et il va falloir faire attention, évidemment, quand on est avec un projet qui est occupé par les habitants, de bien trouver un porteur de projet, de connaître le niveau technique et si besoin, il y a de l'aide possible puisque au sein de l'environnement, on a à disposition des maîtres maraîchers, des maîtres composteurs pour des sommes modiques. Et donc, on a un niveau pour donner ce niveau technique à ces acteurs plutôt privés. Et évidemment, est-ce qu'on est dans une certaine rentabilité ou pas? Ça, on peut se poser aussi la question. Un autre projet intéressant qui met en lumière des points d'attention importants, c'est donc là on a accompagné, Greensurf a accompagné ce projet déjà il y a quelques années. C'est le projet Kessel à Scarbeck. L'idée était de rénover les logements, en faire des appartements, aussi en intérieur d'îlot, et le propriétaire avait construit une serre de 60 mètres carrés. Il nous a dit, voilà, une serre de 60 mètres carrés, est-ce qu'on peut faire venir une entreprise? On a répondu que non. On a essayé même, je vous ai parlé des molécules à très haute valeur ajoutée, 60 mètres carrés, ça reste toujours très faible comme surface. Et donc, on lui a proposé un autre scénario, qui est un scénario d'épurer l'eau de tous les logements et une partie aussi en faire un lieu récréatif et de loisirs. C'est ce qu'il a fait, ça a fonctionné, et puis il a tout revendu. Et le nouveau propriétaire, il ne voulait pas de cette charge et cette occupation de serre, et donc le projet s'est arrêté. Donc très clairement, quand on a des projets qui fonctionnent, comment, et c'est une question où je n'ai pas de réponse à l'heure actuelle, c'est comment inscrire dans le temps cette fonction de la serre malgré le changement de propriétaire. On a travaillé aussi au quartier Tivoli, qui est quand même un quartier exemplaire de CityDef et que CityDef met souvent en avant. On a travaillé avec des collègues de la biodiversité et nous, on s'occupait des parties agriculture urbaine en toiture. Et l'idée, c'est d'implanter des toits potagers. Et vous le voyez, c'est un lieu surtout de production, oui, mais comme ce sont des locataires et c'est aussi un lieu de récréatif, de loisirs, donc on a voulu des espaces avec des bacs potagers et pas des bacs de pleine terre qui sont moins conviviaux. Et donc le point d'attention ici, c'est comment accompagner les résidents dans la mise en place de ces systèmes de production. Ça n'a pas été assuré en amont par le promoteur, donc comment le faire, comment assurer le suivi du projet, et aussi une serre qui s'est mise en place. On a fait des propositions qui n'ont pas été suivies, donc maintenant on revient aux propositions qu'on souhaitait au départ. Donc tout ça, c'est quelque chose que l'on doit continuer. Alors, Vivaqua, c'est une entreprise qui forcément a un rapport à l'eau. On y a installé des bacs potagers avec des réserves d'eau. C'est une histoire qui leur plaisait évidemment. On est ici avec une toiture qui n'a pas de sécurité, donc les employés ne peuvent pas y monter. Par contre, c'est un professionnel et il faut faire attention aux techniques qu'on met en place et à la gestion du potager. L'intérêt de Vivaqua, c'était de redistribuer les fruits et légumes produits sur ce potager et d'assurer à travers ce projet une cohésion des employés. NG Tower a mis en place au travers de Sky Farm, qui est une entreprise qui fait de l'animation pour les entreprises au travers de l'agriculture
urbaines et des potagers. Donc, c'est un peu une sorte de team building et ça fonctionne assez bien. Donc, c'est un autre type d'agriculture urbaine. Pour le secteur HoReCa, très clairement, il y a deux façons de travailler pour le HoReCa. C'est soit se prévaloir de produits ultra frais, de variétés anciennes que l'on va servir directement dans l'assiette, ou se prévaloir aussi d'un lieu d'accueil exceptionnel. Vous avez ici une terrasse avec un jardin productif, mais esthétiquement assez joli aussi. Vous avez ici un autre lieu, ça c'est à Amsterdam. Le restaurant s'appelle De Kaas, ça veut dire la serre, et une partie des anciennes serres sert toujours de production, mais une autre partie a été rénovée en restaurant. Sur Bruxelles, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve par exemple le Chalet de la Forêt, restaurant gastronomique, qui a mis en place un jardin de production condimentaire. On a vraiment un aspect à ce niveau-là esthétique aussi, et pas uniquement en production. Très clairement, ce jardin ne suffit pas à approvisionner l'ensemble de la cuisine, mais c'est une part quand même non négligeable et il faut que cette gestion soit faite par un professionnel. On a mis, nous, en place à une époque des petits jardins potagers à l'hôtel Pullman. Très clairement, on est dans une production très très faible. C'est une animation, c'est une sensibilisation, et c'était aussi quelque chose où on s'est rendu compte que la volonté de la direction derrière n'était pas permanente et donc ce projet n'a pas continué. Et puis, pour finir, le dernier aspect, c'est la production à proprement parler. Donc, Catherine a parlé de la production pleine terre champ d'écailles il y a 3 horticulteurs qui travaillent là. Là, vous avez des exemples avec Cycle Farm, qui est vraiment tourné vers l'horticulture intensive, mais avec le moins d'intrants énergétiques possible. Vous voyez beaucoup de mécanisation. Ils sont sur 1 hectare, 1,5 hectares productifs. Donc, ça leur permet quand même d'assurer une rentabilité. Donc, il y a donc une importance des surfaces quand on est en pleine terre à respecter, qui n'est pas toujours compatible avec un projet immobilier, on l'a rappelé par rapport à champ d'écailles. Et puis souvent, ce sont des projets hybrides, à la fois production, mais qui font participer les riverains, puisque les riverains viennent ici cueillir les plantes qui sont mûres, qui sont arrivées à maturité. Ça décharge de main-d'œuvre pour les horticulteurs et ça participe à la rentabilité économique de leur activité quelque part. Production hors sol, vous avez ici la ferme Bic. Le point d'attention, c'est de prévoir une portance suffisante quand on a des serres en toiture, mais aussi de la pleine terre, enfin du hors-sol, mais avec de la terre. Voilà leur objectif chiffré. Il est clair qu'on est à plus de 4 millions d'investissements pour cette surface, et donc ils sont toujours en train de chercher les voies de la rentabilité pour leur surface de serre de 2000 m². Un autre exemple qui a été évoqué déjà, c'est Peace and Love. Et vous voyez qu'il y a 71 emplacements de jardins verticaux où là, c'est entretenu par un ou plusieurs professionnels. Les habitants ou les riverains viennent, montent en toiture et récoltent quand c'est leurs produits, fruits ou légumes. Mais il est clair que ce n'est pas eux qui entretiennent les structures. Donc, on a vraiment de la production, du loisir, à nouveau prévoir une portance suffisante et de la sécurité des personnes. Deleuze, très clairement, Deleuze ici, c'est une initiative pionnière qui n'est pas une initiative rentable vu la surface de 300 m². Par contre, il y a un engouement du voisinage parce qu'ils ont une vue quand même assez charmante, en tout cas d'après leur avis. Et donc, il y a un engouement du voisinage, mais aussi un engouement des
client du Deleuze ici, puisqu'il y a un petit rayon bien mis en évidence et dès que les produits du potager du toit sont mis en rayon, ils sont rapidement écoulés. Donc, voilà, la surface reste quand même relativement petite pour arriver à une rentabilité de 360 mètres carrés, c'est vraiment très fort. Et enfin, la production indoor, et je termine avec cette production indoor, avec une production de champignons, de chicons, une production d'insectes. Alors, ces sociétés essayent de trouver leur chemin. Très clairement, on arrive à avoir de l'emploi et pour certaines d'entre elles, un emploi rentable à travers ces activités. Et leur fonction est vraiment une fonction de production. Très clairement, en étant souvent en cave, donc il faut un certain aménagement de ces caves. On y reviendra dans 15 jours au niveau technique, des équipements qu'il faut mettre en place. Toujours dans cette production indoor, un exemple avec Eclos, qui est d'ailleurs associé à Champignons de Bruxelles et qui cultive des micro-végétaux à destination essentiellement du secteur de la restauration. Voilà, si je veux terminer ici la présentation générale, quand on veut concevoir un projet, eh bien, il faut vraiment tenir. Je vous ai parlé des bénéfices de l'agriculture urbaine et qu'il faut vraiment s'appuyer sur les 3 piliers du développement durable. Et donc, quand vous concevez votre projet, essayez de penser à ces 3 composantes qui vont assurer la durabilité de votre projet. Et donc, à quel public vous adressez? Quel est l'espace que vous allez consacrer? Est-ce qu'il est mixte ou pas? Quels sont les soins apportés au jardin? Quelle est la dynamique sociale que l'on veut mettre en place? Bien tenir compte de tous les aspects écologiques, ils sont vraiment importants. Et puis, derrière, au niveau économique, se placer à la place de l'acheteur, du promoteur, se placer à la place aussi de la ville et de la commune qui va mettre à disposition ces terrains. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je suis disponible évidemment pour les questions. Merci beaucoup, Essam. Alors, je n'ai pas vu de questions dans le chat, sauf une personne qui demandait si on pouvait avoir les contenus parce qu'elle devait partir un peu plus tôt. Donc, je peux déjà vous dire qu'on a envie de vous transmettre les slides en PDF et normalement, comme on a enregistré, pouvoir vous communiquer un lien pour réécouter le webinaire.